Nous sommes le 5 janvier 2018, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Les premiers Djiboutiens embarquent le train vers l'Éthiopie. Également dans l'actualité, une première agence de la NEFIP s'est ouverte à Dikil pour former donc les jeunes chômeurs de la communauté. Et malgré la virulente attaque de Donald Trump à son encontre, l'ex-conseiller affirme qu'il continue de soutenir le président américain. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Après son arrivée à Djibouti avant-hier, la ligne ferroviaire électrique provenant d'Addis Abeba est repartie ce matin avec à son bord les premiers voyageurs djiboutiens vers Dire Dawa. Ce train a quitté Djibouti donc tôt ce matin. Il va desservir en premier lieu Alice Abiy avant de s'arrêter à la frontière Galilée et puis continuera jusqu'à Dire Dawa. Ces premiers voyageurs, sous la nostalgie du charme suranné des vieilles locomotives de chemin de fer d'OTAN, ont ce matin voulu revivre les premières sensations des hauts territoires. Certains d'entre eux ont exprimé leur joie aujourd'hui pour avoir eu la chance donc de revivre ce moment en premier. Plus loin, d'autres ont remercié le chef de l'État qui a remis sur les rails ce rêve enfoui dans la conscience collective djiboutienne. Et Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonsoir Fardous. Bonsoir Asma. Donc comme vous le dites et comme nous venons donc de voir sur ces images, c'était donc l'embarcation des premiers voyageurs djiboutiens. Et bien oui, donc un siècle après l'inauguration de ce train, le chemin de fer reliant donc Djibouti à l'Éthiopie. Djibouti, grâce à ce chemin de fer, renforce à nouveau sa position stratégique sur le golfe d'Aden et voit donc se concrétiser son rêve de devenir la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est, en particulier pour les importations asiatiques opérationnelles. La ligne Djibouti-Addis Abeba devrait absorber plus de 3500 tonnes de marchandises en provenance du port de Djibouti et accélérer ainsi le flux de marchandises, activité vitale pour notre pays qui accueille plus de 90% des marchandises des importations éthiopiennes. Mais l'ambition centrale de Djibouti ne s'arrête pas là. Un projet phare prévoit ainsi la mise en place à terme d'un réseau de près de 5000 km de rails et divisé donc en 8 corridors reliant le Kenya, le Soudan du Sud, le Soudan à Djibouti. Rappelons que ce nouveau chemin de fer intervient 23 ans après l'arrêt définitif du chemin de fer djibouto-éthiopien en raison de sa vétusté d'après plus de 90 ans de service. Cette nouvelle ligne ferroviaire se veut être l'une des étapes clés de l'intégration économique et commerciale entre les deux pays. En effet, donc, le corridor ferroviaire compte une vingtaine de gares, abritant ainsi les centres commerciaux et des magasins divers. Cette ligne donc ferroviaire est longue de 756 km, dont 670 se trouvant sur le territoire éthiopien et les 82 km restants se trouvant à Djibouti. L'Éthiopie, dont l'économie est l'une des plus performantes du continent avec plus de 10% de croissance en 2016, est désormais donc relié à Djibouti par voie ferrée. Pour finir avec les tracas pour les transporteurs asma djiboutiens et éthiopiens, ils mettront désormais moins de 10 heures pour relier Djibouti-Ville et Addis Abeba. Et pour ces nouveaux trains, donc comme nous avons vu il y a quelques temps, pour le départ, les premiers voyageurs, ça sera donc un jour sur deux. Si c'est sorti aujourd'hui vendredi, les passagers viendront dimanche prochain. Merci Fardous Hussein pour cette analyse. Également dans l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a parrainé hier au sein de la base de Dourali la cérémonie de clôture de la formation donc destinée à l'obtention du certificat militaire élémentaire au profit de 51 agents de la garde-côte. La cérémonie a vu la participation de plusieurs officiels, dont le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, et les officiers supérieurs. Cette formation, qui a duré 2 mois, dispensée par les cadres de la garde-côte, est le reflet de la volonté du commandant de la garde-côte
de toujours renforcer les aptitudes et les compétences de ses personnels. Elle a été organisée de manière autonome par son institution et elle a été dispensée par des instructeurs tous issus de la garde-côte djiboutienne. La formation a été l'occasion, a-t-il dit, pour les agents bénéficiaires d'acquérir des savoir-faire et un savoir-faire tactique et technique qui leur permettra de remplir les rôles de chef d'équipe dans le cadre de leur mission de sécurité. On écoute le colonel Waïs Al-Bakhri. De leur mission de sécurité et sûreté maritime, ainsi que d'encadrement de petites cradets et d'assumer de multiples fonctions des petites cradets au sein de la garde-côte djiboutienne. Ils ont fait preuve, durant de 2 mois, une résilience à toute épreuve. Ils ont surtout fait preuve d'une force de discipline générale exceptionnelle, car la discipline et le respect de la hiérarchie est le socle sur lequel reposent les hommes en uniforme. Je tiens à leur adresser mes plus chaleureuses félicitations et leur témoigne ma fierté pour arriver au terme des cycles de formation. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier et j'exprime ma reconnaissance aux instructeurs qui, avec professionnalisme et abnégation professionnelle, pris part à cette formation. Et pour sa part, le ministre de l'Équipement et des Transports, il s'est dit réjoui de parrainer la clôture de la formation pour les agents de la garde-côte. Le ministre a félicité le commandant de la garde-côte et l'ensemble du personnel pour les efforts sans relâche pour renforcer donc les capacités de la garde-côte. Le ministre du Transport. C'est toujours un honneur et un privilège pour moi de parrainer parmi vous aujourd'hui, en votre compagnie, la cérémonie de clôture de formation pour l'obtention des certificats maritimes militaires élémentaires au profit des agents des gardes-côtes djiboutiennes. Cette formation, organisée de manière autonome par les gardes-côtes djiboutiennes et exécutée par des cadres et instructeurs, tous issus de l'institution, est le reflet des volontés constantes du commandement de la garde-côte djiboutienne de renforcer leurs connaissances pour les personnels. Elle se situe par les efforts continus menés par cette jeune institution dans tous les domaines visant à atteindre la pleine réalisation des missions qui lui ont été confiées. Je saisis cette occasion pour adresser mes félicitations au commandant de la garde-côte et à l'ensemble des personnels pour leurs efforts sans relâche qu'ils entreprennent quotidiennement et les assurent du soutien constant du ministère de l'Équipement et du Transport que je dirige. Je tiens personnellement à féliciter les cadres et les instructeurs qui, avec professionnalisme, ont œuvré à la réussite de cette formation et qui ont partagé leurs connaissances et leurs expériences avec les stagiaires. Finalement, je tiens à féliciter les stagiaires qui ont suivi avec réussite cette formation et je les encourage à traduire leurs acquis sur les terrains des missions afin de servir avec honneur leurs institutions et leur patrie. Sans oublier, bien sûr, je vous souhaite les meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2018. Merci pour votre attention. Et juste après la cérémonie de clôture de la formation pour l'obtention du certificat militaire élémentaire au profit des agents des gardes-côtes, place à la remise des galons et des certificats de réussite aux stagiaires qui ont participé donc à cette formation. Au total, on le rappelle, ce sont quelques 51 agents qui ont participé à cette formation. Le ministre des Transports, Mohamed Abdelkader, le directeur de la Sécurité nationale, Hassan Saïd, le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Al-Bakhri, ont remis des insignes de galons et des certificats aux agents des gardes-côtes.
Dans le reste de l'actualité, les personnels de la santé ont participé hier soir à un faste dîner gala au Sheraton Hotel sur l'invitation du ministre de la Santé, Dr Jamal Merkié. En effet, le ministre de la Santé a convié plus de 600 personnels issus de toutes les structures de santé du pays, tels que les centres médico-hospitaliers et les postes de santé des 5 régions de l'intérieur, les centres de santé communautaires de Djibouti-Ville, les hôpitaux et les centres de référence, et enfin les cadres et les personnels du ministère de la Santé. Et après une courte lecture d'un verset du Saint-Coran, l'hymne national a été entonné en Des nombreux invités et personnalités publiques étaient également conviés à cette soirée, à l'image de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, le ministre des Biens et de la Culture et des Biens Warf, Moumine Hassan Barre, le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssef Sougué, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mona Ousmane Adan, et enfin la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale Ousmane. Et par la suite, la direction de la promotion de la santé a diffusé un reportage sur les rétrospectives de l'année 2017 qui retrace donc les principales réalisations opérées par le département de la santé. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Merkié, et ses convives ont par ailleurs préparé un dîner festif préparé par les Cordons Bleus du Sheraton Hotel sur fond d'animation des chants les plus populaires du registre national. Et après le dîner, le comité organisateur a procédé au tirage du tombola qui fut un véritable donc moment clé de cette soirée qui comprenait 56 lots dont 7 véhicules de marque Suzuki, 6 motocycles, des frigos, des ordinateurs portables ainsi que de très nombreux autres cadeaux. C'est dans la joie et la bonne humeur que tous les participants ont été ravis de partager ce moment de détente, de fraternité et de convivialité qui fut donc immortalisé dans les mémoires collectives par toutes les personnes présentes qui ont tenu à remercier chaleureusement le ministre de la Santé pour leur avoir permis de partager ce souvenir inoubliable entre eux. Le ministre de la Santé a par la suite annoncé, vous l'entendrez, que 21 directeurs auront une prime de mérite de 500 000 francs et que 150 autres personnels du département de la Santé seront également récompensés selon leur mérite et leur assiduité au cours de l'année 2017. Et au cours de cette tombola, le comité organisateur a mis en jeu 56 lots. On le rappelle, 7 véhicules de marque Suzuki, 6 motocycles, des frigos, des ordinateurs portables ainsi que de très nombreux autres cadeaux. Le tirage a été fait par les différentes personnalités ministérielles, les secrétaires généraux qui étaient présents lors de cette soirée. Tirage après tirage, les heureux gagnants ont été appelés donc pour recevoir leur gain sous les applaudissements de leurs collègues. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Merkié, a prononcé son discours d'ouverture au cours duquel il a dressé le bilan annuel de l'année 2017 tout en formant le vœu de poursuivre ensemble en 2018 les efforts initiés dans l'abnégation, la rigueur et la sincérité, mais surtout avec beaucoup d'humanité car notre secteur, a-t-il dit, l'exige plus que tout. Je propose de suivre l'intervention du ministre de la Santé. Une fois de plus, nous voici réunis pour célébrer ensemble la nouvelle année. Et c'est avec un immense plaisir que je vous adresse aujourd'hui mes vœux de santé, de bonheur et succès. Je voudrais commencer par vous remercier toutes et tous pour vos efforts d'assiduité, de sérieux et de travail fourni tout au long de cette année 2017. L'abnégation, la rigueur et le dévouement dont vous avez fait preuve porte tout mon respect. Les réalisations de cette année qui ont contribué au renforcement de notre système de santé sont d'abord les vôtres. Nous aurons, au cours de cette soirée, l'occasion d'avoir un aperçu et de retracer, à travers un petit reportage préparé par nos équipes, nos grandes réalisations de l'année 2017. Cependant, je ne manquerai de souligner, nous n'avons pas encore atteint les objectifs fixés. Nous devrons donc redoubler d'efforts sur le plan de renforcement des capacités de nos ressources humaines, l'amélioration de la qualité de soins et le renforcement de nos structures de santé. Nous devrons sans cesse poursuivre notre marche vers un système de santé plus fort, plus résilient et plus moderne.
en essayant d'être plus à l'écoute, plus méthodique, plus organisé, en un mot, en travaillant plus et mieux. Pour l'année 2018, je forme le vœu de poursuivre ensemble les efforts initiés dans l'abnégation, la rigueur et la sincérité, mais surtout avec beaucoup d'humanité, car notre secteur l'exige plus que tout autre. L'ambition qui est la nôtre de renforcer le système de santé et de répondre de la manière la plus efficace possible aux besoins de la santé de notre population demeure la même et nécessitera la contribution de tout un chacun. Cette ambition se décline à travers la vision d'une République de Djibouti où toute la population sont en bonne santé, économiquement et socialement productive et bénéficiant d'un accès universel à des services et de soins de santé de qualité. Voilà donc pour l'intervention du ministre de la Santé. Suivant à présent une réaction d'un des heureux gagnants de tirage au sort organisé par le ministère de la Santé. Suite à la soirée de Tombola organisée à l'occasion de l'année 2018 par le ministère de la Santé, j'ai réussi un iPad et je suis heureux, c'est une fierté et je félicite le ministère de la Santé ainsi que le personnel de la Santé qui ont organisé cette soirée. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de sa visite de travail, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Amlié, accompagné d'une importante délégation de son département et du chef de projet d'amélioration de la main-d'œuvre djiboutienne, PED, financé par l'USAID à Djibouti, Mme Zahra Youssouf Khaya, du directeur général de la NIFIP, Hussein Ismail Aden, du chef de projet. S'est rendu hier dans la région de Dikil pour inaugurer au lancement d'une nouvelle agence régionale de la NIFIP dans la ville même de l'unité. Cette agence est destinée à recenser et former les jeunes de cette région. L'unité, l'antenne régionale de la NIFIP a déjà démarré ses activités avec les opérations de recensement des jeunes en chômage ainsi que des formations professionnelles avec l'appui toujours de l'USAID. À son arrivée, le ministre et sa délégation ont été accueillis par le préfet de la région, Mohamed Hassan Chekho, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Ali, ainsi que leurs proches collaborateurs. Le ministre du Travail s'est d'abord entretenu avec le préfet de la région et le président du conseil régional sur l'importance de l'antenne de la NIFIP, dont l'objectif principal est de valoriser le capital humain au niveau régional à travers la coordination de la demande et de l'offre d'emploi et aussi l'entrepreneuriat des jeunes dans les différents secteurs de développement conformément aux perspectives de son département ministériel. Après l'entretien, le ministre du Travail et sa délégation ont effectué une visite dans les locaux de l'antenne régionale de la NIFIP pour inaugurer officiellement cette agence. Le ministre du Travail, Hassan Idriss Amlié, et l'ensemble de sa délégation ont été reçus par une foule des chefs coutumiers de la région qui lui ont souhaité la bienvenue. Et écoutons le directeur de la NIFIP, M. Hussein Ismail Aden, et le chef de projet de l'USAID, le représentant de l'USAID, était présent lors de cette cérémonie. Voici leurs interventions. Nous remercions la préfecture de Dikil de nous avoir octroyé un local aussi beau pour accueillir les jeunes Dikilois, pour les enregistrer, pour les accompagner dans le domaine de la recherche et de l'emploi. Donc nous voulons nous approcher de plus en plus à la population ciblée. Nous avons les bureaux ont été équipés par la NIFIP et par la partie informatique par les USAID à travers EDC. Donc aujourd'hui nous sommes heureux d'accueillir le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration pour l'inauguration officielle de ce bureau. Et nous remercions également le président du conseil régional et les différents élus locaux de nous avoir accompagnés durant le processus d'installation de ce bureau. C'est un plaisir pour nous d'être ici avec vous aujourd'hui pour partager l'inauguration de ce centre. C'est très important pour la NIFIP avoir les antennes régionales dans tout le pays. Ici à Dikil, c'est très essentiel aussi pour voir l'antenne ici pour accueillir les demandeurs d'emploi.
Et c'est pour nous, notre projet PED, qui a soutenu le projet de l'organisation et l'équipement du centre ici. C'est très important ici. Et pour nous, vraiment, c'est un plaisir d'être ici avec vous pour inaugurer ce centre et aussi pour aider aux officiers d'ANIFIP pour former les jeunes ici à Dikil. C'est très important. Avec la formation, les personnes vont avoir beaucoup plus de réussite avec la demande d'emploi ici à Dikil et aussi pour créer des entreprises. Et pour sa part, le ministre du Travail, Hassan Idriss Semri, a expliqué dans une brève allocution le rôle des bureaux régionaux, donc les bureaux régionaux des régions de l'intérieur de la NEFI pour lutter, selon lui, efficacement contre le chômage des jeunes dans cette ville de l'unité. Et on reste toujours au sud du pays, à Arta cette fois, où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnel, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné d'une forte délégation de hauts cadres et responsables de son département, a effectué dans la journée d'hier une tournée marathon dans la région d'Arta. La délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie par les autorités locales, avec à leur tête le préfet et le président du conseil régional, Abdoulaye Dalaki et Ilmi Bouh, ainsi qu'une foule en liesse dans la localité de Karta. Première étape de cette importante tournée. Il faut dire que la délégation ministérielle a visité successivement les écoles primaires ou fondamentales dans les localités de Karta, Umadjaga, Pekasekontea et Wea, avant de prendre la direction de la ville d'Arta. Le ministre et sa délégation ont eu des échanges et des discussions avec les enseignants et les responsables d'établissements, mais aussi les parents d'élèves et les notables de chaque localité. Ces échanges ont permis de ratisser large sur l'ensemble des questions touchant à l'école, à commencer par l'état des infrastructures et des équipements et mobiliers scolaires, le fonctionnement pédagogique des écoles, mais aussi la scolarité des élèves et des difficultés donc constatées. Le ministre de l'Éducation nationale a été d'une attention toute particulière face aux doléances des parents d'élèves et des ECAL de chaque localité, puis il a apporté des réponses immédiates à certaines situations d'urgence. Il a par ailleurs insisté sur son engagement, vous l'entendrez, à offrir une éducation de qualité à l'ensemble des élèves scolarisés. Je propose de l'écouter. Donc, je voulais dans un premier temps remercier les parents d'élèves de l'école de Karta de l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé donc à ma personne et bien sûr à la délégation. Donc, il s'agit d'une tournée ministérielle qui consiste bien sûr à vraiment voir de très près la situation de nos écoles, notamment les écoles des régions les plus reculées. Donc ce matin, on a commencé par Karta, et je crois que ce que je viens de voir n'est pas catastrophique. Au contraire, il y a des très bonnes choses qui sont en train de se faire. Les enfants apprennent dans de bonnes conditions. Mais j'ai l'impression que les enseignants que vous avez sont des enseignants quand même assez sérieux, assez engagés, et ils se débrouillent pas mal. Ce qu'on vient de voir, des enseignants qui sont formés, notamment par le centre de formation des enseignants. Et page nécrologie cette fois, c'est avec tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Feu Youssouf, plus connu sous le nom de Idriss Gaunte. Il est décédé ce matin à l'hôpital militaire de Percy, donc à Clamart en France. Feu Idriss était un homme d'affaires djiboutien connu de tout le monde. Il était notamment le dirigeant des établissements Idriss, spécialisé donc dans l'importation des véhicules Mitsubishi. Feu Idriss Gaunte laisse derrière lui 2 veuves et plusieurs enfants et arrière-petits-enfants. La direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Puisse le Tout-Puissant lui ouvrir ses portes de son éternel paradis. Nalillah. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Samat Al-Sirid. Bonsoir. Bonsoir Asma. Et la Corée du Nord accepte les pourparlers avec la Corée du Sud. Eh bien Asma, les discussions se tiendront le 9 janvier prochain, a annoncé le ministère sud-coréen de la réunification. Ce vendredi, après l'envoi de la déclaration d'acceptation de la Corée du Nord, le président sud-coréen s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Donald Trump. Washington et Séoul ont consenti à suspendre les manœuvres militaires en Corée du Sud pendant les Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang les mois prochains.
Ce sera l'un des dossiers à aborder la semaine prochaine avec les autorités nord-coréennes. Lors des discussions, d'autres sujets d'intérêt commun seront évoqués, ont fait savoir les représentants de Séoul. Et aux États-Unis, malgré la virulente attaque de Donald Trump avec à son encontre, l'ex-conseiller Steve Bannon affirme qu'il continue de soutenir le président américain qu'il qualifie même de grand homme. Eh bien, Asma, pourtant le torchon brûle entre les deux hommes après la diffusion d'un extrait d'un livre explosif sur les premiers mois au pouvoir de Trump, dans Fire and Fury, le feu et la fureur du journaliste indépendant Michael Wolff. On apprend que Steve Bannon a accusé le fils du locataire de la Maison Blanche, Donald Trump Jr., d'avoir commis une trahison en rencontrant une avocate russe offrant des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Steve Bannon n'a rien à voir avec moi ou ma présidence, a répliqué Donald Trump en colère. Quand il a été limogé, il n'a pas seulement perdu son travail, il a perdu la raison, a expliqué Donald Trump. En outre, un avocat du président a adressé une mise en demeure à Steve Bannon, l'accusant d'avoir rompu un accord de confidentialité et d'avoir tenu des propos diffamatoires. Merci Samantha Saïd pour ces précisions. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.